Bien sûr, on peut, par des thérapies cognitivo-comportementales, le MDR, etc., traiter et aider la personne à gérer son anxiété. Moi, je pense que ce n'est pas du tout antinomique avec la psychanalyse. Je pense que ce sont simplement deux approches qui sont pas comparables parce qu'elles ne traitent pas l'individu de la même manière, ni la maladie de la même manière. Je pense même que les deux peuvent tout à fait se combiner, mais à peu de choses près quand même, c'est qu'en psychanalyse, on ne va pas toucher le symptôme, et je vais vous dire aussi pourquoi. Le symptôme, ces attaques de panique, cette anxiété, vient jouer le rôle d'une béquille, d'un compromis, en disant, et là il faut essayer d'être bien attentif à ce que je vais dire, le symptôme peut jouer le rôle de compromis en jouant le rôle d'une punition, en disant, inconsciemment bien sûr, je vais me permettre d'être heureuse quand même, donc je vais me marier, je vais être bien en couple, mais ne t'inquiète pas mon surmoi, je vais me punir de ça, hein, parce que je n'oublie pas la règle que je ne peux pas être heureuse si maman ne l'est pas, et je ne peux pas être heureuse avec un homme, je suis menacée d'un malheur certain. Être un rôle de punition, et cette punition a une fonction de tranquilliser le surmoi, la culpabilité. Donc en psychanalyse, on ne va pas chercher à éliminer le symptôme, on va plutôt tenter de comprendre quelle est la structure sous-jacente. Qu'est-ce que cette culpabilité qu'on va essayer de tranquilliser grâce aux symptômes est en train de nous dire? Et une fois que l'on a traduit ce que ce surmoi, cette instance, cet ensemble de règles a à nous dire, une fois que l'on a traduit tout ça, que l'on voit un peu mieux d'où ça vient aussi, les origines intrafamiliales, les origines intergénérationnelles, les événements de vie, etc. Une fois qu'on a traduit ça, le symptôme, bien souvent, eh bien, il n'a plus raison d'être. J'ai toujours une certaine gratitude par rapport aux symptômes qui ont pu me traverser dans ma vie, parce que ce sont eux qui m'ont amené à faire une psychanalyse où j'ai passé 10 ans à peu près sur le divan, 4 fois par semaine, hein, donc c'était intense. Mais parce que ce symptôme qui était le mien, d'abord le changement advient quand le prix de la souffrance devient plus élevé que le prix du changement. C'est-à-dire que l'appareil psychique fonctionne sur un mode économique, comme la biologie. C'est la loi du moindre effort. L'appareil psychique a intériorisé cette instance du surmoi, cette instance de règles, d'interdits, de croyances. Et au fur et à mesure que le moi se développe, que le ça se développe, c'est-à-dire tout ce qui est de nos désirs, de nos envies, eh bien, il faut faire des compromis avec ce surmoi. Et parfois, il faut des compromis, il faut des symptômes qui viennent tranquilliser le surmoi, qui n'est pas du tout content parce qu'on veut réaliser telle et telle envie, tel et tel désir. Mais le symptôme, parfois, est tellement invalidant, tellement douloureux, que l'on est amené à consulter. Vous voyez là que le prix de la souffrance devient plus élevé que le prix du changement que ça coûterait de mobiliser toute cette architecture psychique qui s'est construite dans notre enfance et qui n'aime pas trop qu'on y touche, parce qu'à chaque fois qu'on y touche, ça demande une perturbation, ça demande un prix. Et oui. Donc la question, ce n'est pas comment éliminer le symptôme en psychanalyse, c'est plutôt se demander qu'est-ce qu'il vient compenser, qu'est-ce qu'il vient tranquilliser ce symptôme. Et cette énergie se réorganise à travers la parole, parce que c'est ça finalement qui va traduire ce qui nous est inconscient. C'est la parole qui va traduire tous nos conflits intérieurs. Tu es un garçon, tu dois être fort, tu ne peux pas pleurer. Et en même temps, l'homme qu'il est devenu vit des choses très difficiles, très douloureuses. Il a besoin de s'extérioriser, il a besoin de pleurer. Il n'y arrive pas, il s'enfuit dans le travail, il bosse comme un acharné et il tombe malade. Eh bien, voilà, qu'est-ce que cette maladie vient traduire? Eh bien, elle vient traduire peut-être ce conflit entre « je ne peux pas pleurer, m'exprimer, ressentir » et « j'ai besoin » de ressentir, de m'exprimer. Et puis aussi, qu'est-ce qui me rend triste? Comment est-ce que je peux lier ces émotions à l'événement dramatique en question? Et ensuite, on peut continuer. Qu'est-ce que l'événement dramatique vient réévoquer dans mon histoire? Parce que vous savez, on souffre rarement d'une blessure nouvelle. On dit souvent « j'ai peur de la mort », mais est-ce que vous avez peur de Schlebedeux? Non, vous n'avez pas peur de Schlebedeux, parce que vous ne connaissez pas Schlebedeux. Alors vous pouvez me dire « oui, mais moi j'ai peur de la mort, et justement je ne connais pas la mort, je ne suis jamais morte ». Oui, c'est vrai.
Mais qu'est-ce que la mort vient évoquer en vous, que vous connaissez déjà et qui a été douloureux? Alors ça peut être s'imaginer que dans la mort, on est seul. La solitude, vous avez connu l'isolement. Ça peut être imaginer que dans la mort, on est séparé de ceux qu'on aime. Vous connaissez la séparation, vous connaissez l'isolement, vous connaissez la séparation, vous connaissez l'abandon. Voilà toutes ces choses que le mot « mort » vient réévoquer chez vous. Ça peut évoquer aussi une mère en dépression que vous n'avez pas pu sauver, un père en dépression que vous n'avez pas pu sauver. Vous voyez, on souffre rarement de blessures nouvelles. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que ce mot, qu'est-ce que cet événement vient réévoquer que j'ai déjà vécu en moi et qui est douloureux. Je vous donne un autre exemple de compromis.